On va parler de Ceuta. On va parler de... Donc je pense que pas mal de gens ont un peu suivi ce qui s'est passé, pas tout le monde et c'est pas grave, c'est normal. Et on va regarder un peu donc d'un point de vue comment la Suisse en a parlé. On va sans doute compléter avec d'autres choses. J'ai des trucs plus récents de RTBF, de France 2, d'une chaîne. France 24 ou tout ça. Oui, et en fait, je veux voir parce qu'il y a un débat en plus avec nos droitards, évidemment. Et j'ai une vidéo de TV5 Monde avec Daniel Lochac. Donc voilà, on va partir là-dessus. Et comme ça, vous allez avoir un peu, vous allez voir à quel point la télé suisse, elle est différente de la française. Non. Hop. Donc ça, c'était vendredi, justement. Le reportage qu'il y a eu dès que c'est arrivé. Les images sont saisissantes. En quelques heures, des dizaines de milliers de migrants ont franchi la frontière de l'enclave espagnole de Ceuta à la pointe nord du Maroc. Alors que sur place, les autorités tentent de reprendre le contrôle de la situation, plusieurs capitales européennes réclament la suspension de la libre circulation des personnes avec l'Espagne. Claire Eckersley. Traversée, coûte que coûte. Ce jeune homme et cette fille mobilisent leur dernière force pour rejoindre le sol européen. Tandis que d'autres ont déjà commencé à rebrousser chemin sous le contrôle de l'armée. Ces dernières 24 heures, près de 60 000 migrants auraient franchi la frontière de l'enclave espagnole. Oui, j'aime bien leurs petits points là, qui montrent bien à quel point c'est totalement en Europe. Depuis la ville de Fnidek au Maroc, à 7 km environ. Plusieurs dizaines de personnes y ont laissé leur vie. Les autres, pour la plupart de jeunes hommes de nationalité marocaine, ont lancé des cris de joie devant des forces de l'ordre dépassées. Combien de personnes attendent encore de passer en Espagne? Sont-elles nombreuses? Oui, beaucoup. Il s'agit de l'affluence la plus importante qu'ait connue Ceuta depuis 5 ans. Ça me brise vraiment le cœur de voir tant de gens souffrir et qui sait combien se sont noyés en chemin. Ces images ont provoqué de vives réactions en Europe. L'Italie de Giorgia Meloni a annoncé qu'elle suspendait les accords de Schengen avec l'Espagne. Une mesure qui aura un impact sur les personnes voyageant en avion ou en bateau entre les deux pays. La France, de son côté, a annoncé relever le niveau de sécurité à sa frontière. J'ai, dès hier soir, donné des instructions pour renforcer sans attendre les contrôles à la frontière espagnole. Oui, bah en plus, non mais vraiment... En fait, en plus, t'as l'impression que vraiment, ils ont pop, mais vraiment à la frontière, quoi. Soudaine de migrants à Ceuta aurait été incitée par une décision de la Cour suprême espagnole, jugeant que les migrants interceptés en mer ne pouvaient pas être renvoyés immédiatement. Dépêché sur place, le Premier ministre Pedro Sánchez a dénoncé une interprétation malhonnête. Il semble que cette lecture de l'arrêt de la Cour suprême se soit répandue comme une traînée de poudre ces dernières heures, à travers les réseaux mafieux qui trafiquent des êtres humains. Ce dernier soutient avoir renvoyé plus de la moitié des migrants au Maroc. Bruxelles, de son côté, a affirmé n'avoir relevé aucun flux migratoire entre Ceuta et le continent européen. Ah d'accord, oui, parce que j'étais en train de dire, non mais il y a eu un flux migratoire, quoi, enfin, mais pas entre Ceuta et le continent, oui. Ah, mais... Justement, attendez, on va regarder le petit... hop. L'analyse d'Oriane Loiseau. En direct de Madrid, ce soir, l'Espagne soupçonne le Maroc d'avoir orchestré cet afflux de migrants. Pourquoi ? Effectivement, officiellement, le Maroc aide l'Espagne à gérer cette crise, mais en réalité, tout laisse penser qu'il l'a provoqué lui-même, qu'il a relâché les contrôles aux frontières et laissé passer ces dizaines de milliers de jeunes Marocains. Le Maroc a l'habitude d'utiliser ces vagues migratoires pour faire pression sur l'Espagne en cas de tension diplomatique. Dans ce cas précis, la crise survient une semaine seulement après une visite officielle de Pedro Sánchez en Algérie en vue d'un rapprochement, une visite que le Maroc voit d'un mauvais œil. Mais ouais, bon, moi, pour l'instant, je suis en mode merci. Alors, pas de Facebook, j'arrive pas à ouvrir, mais si t'as quelque chose, je veux bien Ganao. Et puis, il y a surtout ce truc de... Je comprends l'envie de dire, bon, bah, c'est le Maroc, enfin, voilà, d'essayer d'avoir plein de théories sur ça, mais en fait, c'est des gens aussi qui sont en train d'essayer de tout quitter parce que leur vie, c'est de la merde. Ouais, je sais pas, enfin, genre... Je comprends quand on essaye de faire des théories de c'est le Maroc qui a organisé ça, c'est une mafia de trafic humain, c'est je sais pas quoi, mais je veux dire, il y a quand même eu 60 000 personnes qui étaient prêtes à faire ça parce que leur vie, c'est de la merde. Bah ouais,
40% de chômage. Après, on va lire un article où il y a quelques témoignages, justement. Et mais c'est ça. Et en fait, il y a aussi ce côté de ça donne quelle image du Maroc aussi, le côté où là, par exemple, c'est ça où je suis pas assez renseignée sur les tensions entre pays. Mais tu vois, genre, t'imagines, t'as quand même 60 000 personnes de ta propre population qui est prête à faire ça. Ça te donne quelle image de la gestion de ton pays? C'est pas rien. Mais oui, ah non, mais voilà, moi, genre, je comprends tout à fait ce besoin. Pourquoi ils ont vu ça? Et en fait, je pense que t'es tellement désespéré que tu dis, je vais me raccrocher à ça, je vais essayer d'aller. Sánchez, vous en parlez, on connaît sa politique d'ouverture vis-à-vis de l'immigration, une politique de plus en plus combattue. Absolument. Pour Pedro Sánchez, cette crise, elle tombe très mal, car comme vous l'avez dit, il est déjà critiqué pour sa politique migratoire ici en Espagne, en particulier pour la régularisation massive de plus de 500 000 personnes sans papier, qui a eu lieu ces derniers mois. Alors forcément, la droite s'est saisie de cette occasion, de cette crise qu'elle qualifie d'invasion de Ceuta pour attaquer Pedro Sánchez, qu'elle juge responsable. Elle l'accuse d'avoir provoqué un appel d'air avec sa politique migratoire permissive, et l'accuse aussi de mettre en danger le territoire national. Mais ils ont été accusés aussi, l'Italie, parce qu'on vous rappelle, hein, l'Italie sous Meloni, elle a dû faire une régularisation de plus de 500 000 aussi, 50 000 sans papier, parce que elle s'est rendu compte que ils allaient être dans la merde s'il n'y avait pas ça. Donc il y a vraiment ce deux poids deux mesures. Genre, je sais plus quand est-ce qu'elle avait fait ça, Mélanie, cette régularisation des sans-papiers. Je dirais que ça fait 1 an et demi peut-être. Et Sánchez, c'était il y a quelques petits moments. Voilà, elle en avait même fait venir. Donc, attendez, je veux bien retrouver la date de ce que je vous dis. Et coucou au car, évidemment. Mélanie, sans papier. Là, c'est 2025. Ah mais non, mais même... Non, vas-y, envoie l'article, justement, ça m'intéresse. C'est juste le lien Facebook, malheureusement, c'est un peu... J'ai pas Facebook, je suis pas de cette génération. Voilà. La première ministre italienne va décider... Finalement, donc bon, là je suis sur... source BFM. Mais voilà, elle avait fait ce pari, quoi. L'Italie... Attendez, c'est quoi la source? Est-ce que vous avez une source qui n'est pas BFM? Mais... Parce qu'en fait, là, ça m'énerve, je tombe que sur les trucs de... Ah, attendez. Vue d'Europe. Ah, voilà, bon. C'est juste pour les chiffres. Hein. Entre 2023 et 2025, 450 000 permis de séjour ont été accordés. Donc après, c'est des permis de travail, évidemment, je pense, donc très précaires aussi. Mais voilà, là, c'est... Ça va pas... Ça va pas, comment dire... Voilà. Donc c'est ce deux poids deux mesures qui me fait dire bon, ok. Et appelle à un durcissement, à une plus de fermeté dans la politique migratoire. Merci beaucoup, Oriane. Et cette crise migratoire devient une crise diplomatique. Plusieurs pays européens demandent ce soir d'exclure l'Espagne des accords de Schengen. Et on l'a appris il y a quelques minutes, l'Italie va réinstaurer des contrôles sur ses liaisons aériennes et maritimes avec l'Espagne. Alors Pierre Benazet, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Comment interpréter cette fronde contre l'Espagne ? Alors c'est une motivation évidemment électoraliste de gouvernement de droite, avec d'abord Giorgia Meloni, on l'a entendu, la présidente du Conseil italien, qui à la première appelé à la suspension de l'Espagne et de l'espace Schengen, son ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, qui abonde en affirmant que l'Espagne est en quelque sorte responsable de la crise migratoire. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a eu beau dénoncer des propos démagogiques, la crise diplomatique intra-européenne a pris de l'ampleur parce que l'Italie a été soutenue par la Finlande, par la première ministre danoise et par le premier ministre tchèque, qui a même accusé son homologue espagnol, Pedro Sánchez, d'avoir volontairement... La Finlande, je connais pas assez, mais on sait que le Danemark, c'est un gouvernement de gauche. C'est le gauche, mais c'est pas une gauche.
On avait vu cette vidéo lorsqu'on avait voté sur la Suisse à 10 millions. Ils étaient partis au Danemark parce que justement, c'est le gouvernement de gauche au Danemark, mais une gauche anti-immigration, anti-étranger, qui remet des quotas. Donc ce n'est pas une gauche, hein, évidemment, on est d'accord sur ça. Mais elle se présente comme ça. Donc voilà, sur le Danemark, mais la Finlande, je connais pas assez. Afin d'être réélue. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, juge inacceptables les images en provenance de Ceuta, mais la Commission souligne que la suspension de l'Espagne n'est pas possible. Il faudrait une violation du code Schengen. En fait, la seule chose, c'est le rétablissement des contrôles aux frontières qu'on peut mettre en place. En revanche, la Commission affirme ne voir aucun flux de migrants de Ceuta en direction du continent européen. Votre analyse en direct de Bruxelles. Merci beaucoup, Pierre. Oui, enfin... Voilà, on se rappelle quand même, c'est pas... Ceuta, c'est pas en Espagne. Enfin, ce n'est pas en Espagne. C'est comme comme Madagascar, qui n'est pas vraiment en France, sur le continent européen en tout cas. Mais c'est pas, je sais, ouais, la Drôche, mais même pas, c'est une vraie droite, mais c'est un vernis, mais je sais pas, je me rends pas compte. La vidéo qu'on avait regardée était très intéressante pour celles que ça intéresse. C'était une vidéo sur la Suisse à 10 millions, où ils partaient justement au Danemark, et où ça parlait des quotas ou comme ça. Et moi, je dirais que c'est pire que le PS, mais bon. Ça montre à quel point cette fenêtre d'Overton, elle est pétée, quoi. Et donc, cette division... voilà, non mais regardez, c'est une enclave... Hop, petite carte. Ceuta, c'est là. C'est pas... voilà, c'est pas juste... juste à côté. Donc ça, c'est l'article qu'on vient de regarder, donc c'est celui qui était à vendredi. C'est une atteinte à l'intégrité territoriale de l'Espagne, les mots de Pedro Sánchez. Oui, le Premier ministre voilà. Ce vendredi à Ceuta, à la pointe nord de l'Afrique, à la frontière avec le Maroc. C'est dans cette enclave espagnole qu'a éclaté hier une crise migratoire hors norme. En une journée, près de 50 000 personnes sont entrées à la nage ou à pied. 57 personnes y ont perdu la vie noyée. Cette arrivée massive... C'est bien plus, hein. Les Espagnols n'ont rien pu faire, c'est du jamais vu en Espagne. Valérie Demont, vous êtes en direct de Madrid. Comment la situation a évolué cet après-midi ? Écoutez, selon les autorités espagnoles, plus de 37 000 migrants ont pris le chemin du retour d'eux-mêmes pour revenir chez eux au Maroc. Oui, en fait, et aussi ce que je trouve intéressant donc avec ça, c'est cet effet de comment ça se fait que les gens croient à ça. Et en fait, quand tu vois qu'il y a 60 000 personnes qui font la même chose que toi, vous savez, il y a cet effet de foule, cet effet de masse, donc forcément, ça on a regardé. Et elle se retrouve à faire. 150 personnes par minute. Alors c'est une image assez inédite après ce qui s'est passé hier, mais l'explication est assez simple en fait. Ces migrants, la plupart très jeunes, marocains pour beaucoup, ont vite compris que la situation n'était pas celle dont ils avaient rêvé. Les commerces sont fermés, impossible de trouver un endroit pour dormir. Le centre d'accueil pour migrants s'est vite retrouvé bien évidemment débordé. Beaucoup ont donc dormi à même le sol, dans des parcs ou alors ils déambulaient dans les rues. Ils ont compris en fait qu'arriver en Espagne était beaucoup plus compliqué que prévu. Et comment expliquer cette arrivée massive ? Quelles sont les pistes évoquées en Espagne ? Alors on se demande en fait ici si une récente décision du tribunal suprême interdisant les renvois immédiats de migrants s'ils parvenaient à entrer à Ceuta ou à Melilla à la nage peuvent être à l'origine de ces arrivées massives. Mais tous les regards évidemment se tournent vers le Maroc qui a été très lent à réagir hier. Aucune certitude ce soir bien sûr, mais plutôt des hypothèses lancées par la presse espagnole. Elle se demande par exemple si... Après moi j'avoue le côté d'être lent à réagir, des fois aussi c'est le truc, c'est quand même pas n'importe quoi et tu dois peut-être, vous savez le côté tourner 7 fois la langue dans la bouche, peut-être que voilà tu te dis bon, est-ce qu'on a tout, machin, on analyse. Visite de Pedro Sánchez en Algérie, avec lequel le Maroc est fâché à cause du Sahara occidental, a pu froisser Rabat. Il y a aussi une autre possibilité, une sorte de chantage migratoire de la part du Maroc pour obtenir que la finale de Coupe du Monde de foot en 2030 se déroule au Maroc et non en Espagne. Mais voilà, ce ne sont que des hypothèses, car l'Espagne et le Maroc ne connaissent pas en ce moment de crise diplomatique grave. Vous évoquez un potentiel chantage migratoire du Maroc envers l'Espagne Non, mais un chantage migratoire, mais... Oui, effectivement, c'est arrivé à plusieurs reprises. Souvenez-vous de 2021, il s'est passé à peu près la même chose, mais avec beaucoup moins de migrants. En 48 heures, 8000 personnes étaient arrivées à Ceuta. Et à l'époque, la motivation du Maroc était très claire. C'était faire pression après l'hospitalisation en Espagne du chef des indépendantistes du Front Polisario. La question du Sahara occidental était en toile de fond. Et la pression du Maroc avait fonctionné, en fait. Un an plus tard, le gouvernement de Pedro Sánchez annonçait son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Valérie Demont, direct de Madrid, merci.
Ok, d'accord. Justement, on a eu le. Donc là, ce qu'on écoute, c'est vraiment ce qui s'est passé le vendredi. Hein. Donc évidemment, il n'y a pas tous les détails. Et là, donc Ganao qui dit donc les vidéos montrent que surtout que les autorités marocaines. T'as des vidéos de ça qui montrent que les autorités marocaines aident la logistique sur la route, sans les arrêter. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Hein. Et je comprends pourquoi on va là-dedans. Et c'est pour ça que je ferme pas entièrement cette porte. Mais justement, cette façon. Et comme tu le dis, hein. C'est pas le cas qu'il n'y a pas cette vague migratoire et c'est surtout que ils ont été des outils, on les a utilisés pour ça alors que c'est juste des gens qui ont envie de pas être dans la merde. Hein. Bah c'est ça quoi. Enfin c'est et donc justement la RTS on a parlé de cet axe sur est-ce que le Maroc aurait organisé ça. Bah après c'est des jeunes, des très jeunes. Souvent c'est en fait souvent dans les parcours migratoires, souvent c'est des jeunes qui partent parce que bah c'est, je vais pas dire que c'est plus facile parce que c'est pas vrai, mais tu sais t'as plus, tu dis bon bah il est jeune, il est plus vigoureux, il a plus. Et je dis que c'est pas une généralité, hein. Mais je sais que souvent les familles, il y a cet aspect-là. Donc là, je vous lis, on va lire juste quelques témoignages parce que justement, je voudrais bien qu'on remette l'humain au centre avec un article du courrier. Donc au milieu de cette foule, quasi exclusivement masculine, on croise une jeune fille, 14 ans. Elle a marché plus d'une vingtaine de kilomètres depuis El Richon, entre je vais avoir un accent pété, je suis désolée. Castillos et Tétouan pour fuir la misère, confie-t-elle. Elle a 14 ans. Elle pleure en franchissant le poste frontière dans l'autre sens après avoir rêvé d'Europe. Je veux plus rien savoir du Maroc, lâche-t-elle. Entre galère économique et rêve d'Espagne, 3 autres jeunes racontent leur décision de partir à Libération. Ok, donc ça, en fait, ils ont repris des choses de Libération. Ok, parce que le courrier, c'est en tout cas, c'est un média de gauche en Suisse. Donc voilà. On a donc Soyeb, vous n'hésitez pas à me corriger, hein, 18 ans, qui dit « J'ai pas hésité ». Je travaillais dans un bar à Tétouan, à une quarantaine de kilomètres au sud de Ceuta, à servir les clients en terrasse, 1200 dirhams, environ 120 francs, par mois. Plus les maigres pourboires. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai à peine de quoi nourrir ma sœur et ma mère, qui n'ont pas de ressources, ou si peu. Ma seule fierté, regarde mon maillot, je suis attaquant au Maghreb Atlético Tétouan. Mais pour le reste, c'est le dégoût ici. La mort, rien. Ça fait des mois que je veux partir. Sur les groupes WhatsApp, depuis lundi, le bruit courait qu'on allait tous, par milliers, pouvoir passer la frontière par la mer, à la nage. Et moi, j'avais appris à pas trop mal nager. Alors j'ai pas hésité. J'étais dans les premiers et je suis passé sans mal. Après, c'était moins drôle dans les rues de Ceuta. Rien à manger. Les gens nous regardaient comme des animaux. On a Oussam, 21 ans. Je rêve d'Espagne. N'importe quel endroit en Espagne. C'était un peu... Attendez. C'était une si belle chance pour moi. Je suis venue avec 3 copains. On est venu d'Azrou, dans l'Atlas, à plus de 400 km de Ceuta. Donc, enfin, 400 kills de Ceuta, donc c'est pas... c'est... Voilà, c'est pour ça que je comprends le fait de dire qu'il y a quand même une préparation. Non mais c'est ça, on peut pas ne pas comprendre. On leur vend un Eldorado, on leur vend du mieux, et en fait, quand t'as rien à perdre... Si jamais. Quand t'as rien à perdre, bah t'y vas quoi. Là-bas, c'est la pauvreté, la plus totale, y a rien. Pour moi, le futur, c'est tout là-bas. Ceuta et puis... Algésiras, toute l'Espagne. Je rêve d'Espagne, n'importe quel endroit en Espagne. Tout le monde me dit qu'ils sont accueillants. Je suis un bon pâtissier, un bon boulanger, mais pour travailler 22 heures à 5 heures, je gagne 2000 dirhams, environ 190 francs par mois. Une misère. Je veux plus rentrer chez moi. Mon père nous a quittés, puis ma mère est morte. La vie, c'est là-bas. Alors je reviendrai ici le nombre de fois qu'il faut, à la nage, de n'importe quelle façon, tous les jours s'il le faut. On m'a expliqué que si on s'accroche sous les capions qui rentrent dans les ferries, on peut rejoindre Algésiras ni vu ni connu. Et alors là, ce sera gagné.
Et on a Yacine, 30 ans. C'est pas la première fois que je passais la frontière. Je suis de Casablanca, moi. Cette semaine, c'était pas la première fois que je passais la frontière. En 2020, déjà, j'avais réussi à débarquer à Ceuta en kayak. J'avais été pris, puis finalement, en essayant une nouvelle fois sur une petite embarcation en Patera, j'avais pu rejoindre Al Jazeera. Un exploit, même si 4 de mes compagnons de navigation, eux, sont morts. J'avais atterri en Belgique, logé chez un cousin. J'avais pu bosser comme coiffeur dans le BTP. J'ai eu des problèmes de papier et je suis redescendu en Espagne pour la récolte des oranges, près de Valence. J'ai été renvoyé au Maroc, à Castilleros, à côté de Ceuta. Depuis, je ne pense qu'à revenir. À Almeria, Bilbao, Alicante, tout me va. Les gens sont gentils en Espagne. Ce sont des bonnes personnes. Ma vie est là-bas, pas ailleurs. Le Maroc, c'est que du mauvais. Donc voilà, je voulais vous lire un peu ces témoignages de 3 personnes. Je sais que c'est assez c'est dur, je vais pas vous mentir. Hein. Mais voilà, moi je veux remettre un peu d'humain au milieu de tout ça. Et donc de rappeler qu'il y a eu au moins 72 personnes qui sont mortes en essayant de faire ça, de passer ce bras de mer. Et de voir un peu l'instrumentalisation qui en est faite. C'est vraiment c'est quelque chose. Donc on va juste regarder un peu les nouvelles qui sont tombées plus récemment. Donc ouais, les chiffres en tout cas aussi, mais bah nique les frontières, là je vais être d'accord, ça... Hop, pardon. Ah, c'est Ceuta. Donc ça c'était... Ceuta, la plupart... Alors oui, bon, oui, mais... Hop, je vais voir si j'arrive à... À Ceuta, la plupart des 60 000 migrants ayant franchi la frontière de l'enclave espagnole sont repartis vers le Maroc. Mais cette crise migratoire relance les tensions entre États européens. Karima Benamrouche. Une barrière gonflable de 500 mètres installée entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Non mais voilà, regardez une frontière, un mur sur la mer. Une frontière maritime. Ils l'ont fait. En guise de réponse immédiate de l'Espagne à l'arrivée massive de candidats à l'exil. Cet homme, visiblement épuisé, est passé jeune. Oui. Accueilli par les militaires, il sera pris en charge par les secouristes. Avec quelques 60 000 migrants arrivés illégalement en l'espace de 3 jours, Ceuta connaît une crise migratoire et humanitaire sans précédent. Une crise politique aussi. Ce matin, alors que le ministre de l'Intérieur annonce que presque tous les migrants ont fait demi-tour. En moins de 48 heures, la situation à Ceuta a complètement changé et les choses reviennent à la normale. Il est contredit peu de temps après par le président conservateur de Ceuta. Il y a encore à Ceuta plusieurs milliers de personnes qui doivent être rapatriées. Et il règne toujours à Ceuta un climat, un état d'esprit au sein de la population marqué par l'inquiétude et l'angoisse. Division aussi sur le plan européen, principalement de la part de la droite et de l'extrême droite. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez dénonce l'attitude égoïste de certains pays de l'UE. Son homologue italienne Giorgia Meloni, qui dit avoir temporairement fermé l'espace Schengen à l'Espagne, dit vouloir que le pays en soit exclu définitivement. Oui, voilà. L'UE, demandé par chacun de ses protagonistes, doit se tenir mardi prochain. Ok, donc aujourd'hui... L'hostilité de certains habitants ou les forces de l'ordre contraignent ces migrants à repartir. Mais en plus, moi, je me pose la question, c'est quoi comme population à Ceuta? Parce que justement, on a vu, il y a environ... attendez, je vais juste voir. Ville autonome d'Espagne. Et quelle est ton économie? Pêche? Enfin ouais, quand tu vis là-bas, tu vis pourquoi? Enfin... Il y a un drapeau suisse, ça? Non. C'était un truc de... C'est pour Noël. Donc oui, c'est pour ça que je vous dis, de toute façon, Donc le castillan est la langue officielle. On ne compte que 55, la plupart est d'origine marocaine. Enfin, c'est une colonie, quoi, non? On est d'accord sur ça?
Oui, non mais... Je pense oui, il y a ce côté de pouvoir garder un contrôle, en tout cas, sur le passage de Gibraltar, mais... C'est revendiqué par le Maroc depuis 1956, en tout cas. Donc oui. C'est vous dire, hein. Alors, hop, petit témoignage. On vous retrouve en direct de Ceuta, vous êtes arrivé cet après-midi sur place. Quelle est l'atmosphère ? Eh bien écoutez, ici l'atmosphère est toujours tendue, la situation est loin d'être revenue à la normale. La première chose qui frappe quand on déambule dans les rues de Ceuta, eh bien, c'est la présence des militaires absolument partout avec des checkpoints. Ouais. On va regarder un peu comment c'était justement dans la ville de Ceuta. Ouais, pour moi, je suis désolée, ça ressemble à ça. C'est vraiment, c'est une ancienne colonie. Ça veut pas en s'en débarrasser, mais c'est pour ça que je suis pas assez renseignée. Les magasins, devant les stations essence. On voit aussi encore des groupes de migrants qui déambulent dans les rues et comment les militaires justement essaient de les repousser vers la frontière qui est juste ici pour qu'ils retournent d'eux-mêmes au Maroc. Mais tous ne... En plus, je pense qu'il y en a plein. C'est ce genre de moment où là, tu auras plein de personnes qui vont être considérées comme des migrants alors que c'est juste des Arabes, quoi. Et donc tu vas avoir ce racisme qui va se jouer. Et cherchent encore à trouver refuge dans les centres d'accueil de la ville qui sont absolument débordés. Nous sommes rendus devant l'un de ces centres et nous avons pu voir comment des dizaines de personnes attendent, dorment dans la rue, à même le sol. Des femmes, des enfants, des adolescents qui, s'ils le peuvent, ne souhaitent pas retourner au Maroc. Quant aux habitants, eh bien eux, on en croise peu dans les rues car beaucoup ont peur, sont inquiets. Et de toute façon, la plupart des commerces sont absolument fermés. Ces habitants nous l'ont dit, s'ils ont l'habitude des arrivées de migrants, surtout au cours de l'été, jamais auparavant, ils n'avaient vu une telle affluence qui a complètement débordé les capacités de l'accueil de Ceuta. Merci beaucoup, Oriane, en direct de Ceuta. Ouais. Donc ça, c'était justement ce que je viens de vous montrer. C'était le premier en Suisse, comment ça en a parlé. Je sais qu'on a un petit débat et j'avoue, j'aimerais bien l'écouter parce que je sens qu'on va avoir le droit à des pépites de nos droitards en Suisse. Ah non, il n'y a pas eu de débat. Ils n'ont pas fait de débat ? Oh. J'ai vu passer un truc, bon c'est pas grave, je vais le retrouver. Et l'autre truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc c'est une vidéo de Thomas Porte sur quand même, il y a des fachos qui ont essayé d'aller à Ceuta pour taper du migrant. Ils ont quand même été accueillis comme il se doit. Donc là, le fait, en fait, moi, ce qui me saoule quand elle dit le peuple a peur, ça me saoule quand la journaliste dit ça, parce que je pense que c'est faux. Enfin, il y en a plein qui vont, je pense, quand tu sais que t'as ça, tu dis bon, bah je descends, je vais aller aider, on va montrer qu'on n'est pas ça, on n'est pas des racistes. J'avais vu passer aussi une autre vidéo où on voyait dans une boulangerie. Donc voilà, il y a eu ça, quand même, le peuple s'est levé. C'était pas uniquement
Hop. En fait, je suis juste triste parce que j'étais sûre d'avoir enregistré. Ah, voilà, c'est ça. Ah, purée. C'est cette vidéo que j'avais vue. Bon, bah, vilain syndicaliste, hein. Bah là, je pense que ce qu'on a vu, ça devait être juste après. Merde. Ah non. Ou c'est ça, ils ont dû se cacher dans un bar entouré de flics. Alors je vous partage le lien. Pause. Mais ouais, hop. Donc là, le fait de dire les habitants ont peur, oui, bon, si t'as parlé que aux bourgeois, bon, bah comme d'hab, hein, ça ne m'étonne pas. Attendez, je suis triste sur un truc. C'est que dans ma tête, il y avait entre guillemets un débat entre des gens de droite, en tout cas. Et on se rend maintenant en Espagne. Du poste frontière, c'est... Alors, aujourd'hui, on sait que... Non, mais peut-être pas, et tant mieux. Parce que si c'est pour avoir... Et coucou, d'avoir les avis des droitards, bon. Alors... Ouais, non, mais d'accord, il n'y a pas eu de... Attendez, j'ai perdu un truc. Non! Donc ça, c'était hier, justement, hier soir. Mais non! Dimanche même pas hier. J'ai fait hier, je pense, c'est ça. Donc commence le reportage, justement, au cœur de Ceuta. Par dizaines de milliers, beaucoup sont des adolescents, des enfants parfois. À Ceuta, enclave espagnole au nord du Maroc, la crise migratoire dépasse les capacités d'accueil. Si la plupart des candidats à l'exil sont repartis vers le Maroc, d'autres sont encore sur place, dans des centres d'urgence débordés ou livrés à eux-mêmes dans les rues. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux Oriane Loiseau et Fabienne Castillo. Épuisés, affamés, parfois même blessés, des dizaines d'adolescents et d'enfants s'entassent autour de ce centre ouvert en urgence pour les accueillir et débordés. Faute de place, Afsa et sa fille de 5 ans ont dormi dehors. Les enfants doivent dormir par terre. Ils pleurent. Certains ont de la fièvre. Et depuis le 3e jour, personne n'est venu nous voir. Dans ces conditions, la plupart des migrants sont repartis d'eux-mêmes. La police patrouille et ramène ceux qui errent encore dans les rues à la frontière. Pour leur échapper, ces jeunes ont passé la nuit cachés dans la montagne. Ils viennent en ville à la recherche d'eau et de nourriture. Pour Yacine, pas question de retourner au Maroc. C'est un rêve d'enfant de venir en Europe comme nous tous ici. J'ai beaucoup souffert pour arriver jusqu'ici. Je préfère mourir plutôt que rentrer. Leur présence effraie les habitants. Ils se sont enfermés chez eux et recommencent tout juste à sortir. Peu de commerces ont rouvert leurs portes. Marie-Carmen Sanchez a grandi à Ceuta. Bon, la situation s'améliore un peu, non? Jamais auparavant elle n'avait vu un tel afflux de migrants. Presque autant que la population de la ville. Ce n'est pas de leur faute. Ils me font de la peine, des enfants, des personnes âgées, certains se sont noyés. Ils se sont fait avoir, parce qu'on ne peut pas tous les accueillir ici. Les capacités d'accueil sont débordées. Ces travailleuses humanitaires tentent de venir en aide aux plus fragiles. On sait qu'il y a un diabétique. Il n'a pas pu prendre d'insuline. Elles n'ont qu'un peu d'eau et quelques sandwichs à lui donner. On manque de tout. On est frustré quand on voit toutes ces personnes, tout ce dont elles ont besoin. On n'a pas les moyens de toutes les aider. Ce soir à Ceuta, des milliers de migrants rêvent encore d'Europe. La crise humanitaire est loin d'être terminée. Ouais. Et cet afflux de migrants... Bah, tu m'étonnes, quoi. Mais bon, au moins, la personne qu'ils ont interrogée sur place est quand même pas le discours... Pas un discours horrible, mais... Je suis... Comment dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise face à ça, en fait? C'est surtout ça. Fait naître de fortes tensions entre États membres de l'Union européenne. Les réactions les plus virulentes sont venues... Bah, qu'est-ce qu'ils font les autres pays de l'Union européenne? Bah, ils veulent fermer l'accord de Schengen, ils veulent retirer l'Espagne. Mais non, pourquoi ils enverraient de l'aide? Il est hors de question d'aider.
Enfin, je veux dire, genre, c'est vraiment des autres pays d'Espagne, c'est juste des gros droitards. Ils se rendent pas. Enfin, ça a vraiment, avec Frontex là qui a été voté il y a pas longtemps, c'est horrible. Mais oui, il faudrait aider. Et surtout là, par exemple, faudrait que je refasse un live là-dessus avec plus d'informations. En Suisse, il y a eu des coupes budgétaires aussi à l'UNRWA ou à une autre office d'aide où ils ont coupé des budgets pour l'aide au développement pour tout mettre dans l'humanitaire. Sauf que l'air de rien, l'aide au développement, c'est aussi ce qui permet. Je dis évidemment, c'est pas le truc idéal. Hein. Je suis pas en mode voilà, mais l'aide au développement, souvent, c'est de créer des structures dans les pays qui peut être utilisées après. C'est pas juste on vous apporte à manger, puis après on se casse et vous avez plus rien. Venue d'Italie, Giorgia Meloni a d'ailleurs rétabli les contrôles aux frontières sur toutes les liaisons aériennes et maritimes avec l'Espagne. On va... Oui, ah non, mais Ceuta qui n'est même pas dans l'espace Schengen, oui, mais bon, alors tu vas demander à Meloni ou à n'importe quel ministre de savoir ça. Décrypter cette... T'es en train de dire qu'il serait compétent. Séquence. Avec vous, Valérie Dupont, vous êtes notre correspondante en Italie. Alors dites-nous, comment interpréter cette vive réaction de l'Italie, de Giorgia Meloni ? Alors officiellement, pour Giorgia Meloni, c'est pour assurer, renforcer la sécurité des Italiens contre une immigration clandestine hors de contrôle. Je cite ses propos. Bien sûr, Giorgia Meloni sait pertinemment bien qu'il n'y a pas de frontière entre l'Italie et l'Espagne, encore moins avec Ceuta. Et elle sait très bien que ces jeunes migrants n'ont pas les moyens de prendre un avion ou un bateau pour l'Italie. Non, mais elle le sait pas. Enfin, elle le sait pas. C'est quoi ce truc? Non, mais elle le sait, hein, vous en faites pas. Non, mais elle est juste... On en a rien à foutre qu'elle le sache ou pas. Mais voilà, les contrôles renforcés dans les aéroports et dans les ports, c'est surtout un message interne, à usage interne. Car Giorgia... Oui, bien sûr. Politique intérieure. Il s'appelle Roberto Vanacci, c'est un ancien militaire italien qui a créé un parti, Futuro Nazionale, et un parti d'extrême droite qui prône la rémigration et qui fait beaucoup d'ombre à la coalition au pouvoir ici en Italie, notamment sur les questions migratoires. Donc ce qui s'est passé à Ceuta a permis à Giorgia Meloni d'indiquer un tournant sécuritaire. Meloni qui doit montrer qu'elle est plus d'extrême droite que quelqu'un d'autre. Non mais ça vous montre le paysage politique de l'Espagne, de l'Italie, pardon. Mais son gouvernement, ses électeurs la remercient. Tous les Italiens n'en sont pas dupes. Ouais, Valérie, pourtant, l'Italie est aussi l'une des principales portes de l'immigration en Europe. Est-ce que Giorgia Meloni ne prend pas un risque en s'attaquant de la sorte à l'Espagne ? Alors oui, en montrant le poing plutôt que de tendre la main à l'Espagne, elle prend un risque car en effet les chiffres de Frontex le rappellent. L'Italie a accueilli beaucoup plus d'immigrés clandestins ces 4 dernières années que l'Espagne. On parle de 478 000 clandestins en Italie contre 235 000 en Espagne. Ils sont pratiquement tous, la moitié en tous les cas, arrivés sur l'île de Lampedusa qui est proche de l'Afrique. Et si la Tunisie ou la Libye décidaient d'ouvrir les portes comme l'a fait le Maroc, en quelque sorte, ça pourrait provoquer un vrai problème migratoire pour Giorgia Meloni qui serait alors victime de son propre jeu. Dernière question. Mardi, tous les ministres européens de l'Intérieur seront réunis en visioconférence pour parler immigration. Qu'est-ce que Giorgia Meloni attend de l'Union européenne ? Plus de fermeté. De cette nouvelle politique migratoire européenne. Pour elle, l'Europe doit être une forteresse avec des contrôles renforcés aux frontières de l'Union, des politiques d'expulsion plus fortes, notamment dans des camps d'expulsion en Albanie ou en Afrique. Oui, là, les fameux camps qui ont été votés... Alors c'est clair qu'elle veut changer la vision migratoire de l'Europe. Elle espère donc être suivie sur ce plan déjà à partir de mardi. Merci beaucoup Valérie pour votre analyse. Analyse. Je n'irai pas déranger ce mot. Oui, c'est surtout que vu que tu as tous les médias qui ne font que répéter ce discours, ça n'aide pas pour le fait que la population suit ça, et puis alors que faut qu'on s'attaque aux riches, quoi. Hop, ça c'est ce qu'on vient de regarder. Ça aussi. Hop, on a juste un petit reportage à Ceuta qui date d'hier. On va écouter ça.
Ceuta, tout de suite. L'enclave espagnole à la pointe nord de l'Afrique, théâtre en fin de semaine dernière d'une arrivée massive de migrants en provenance du Maroc. 50 à 60 000 personnes au total et des images spectaculaires qui ont fait le tour du monde. Depuis, ils et elles sont presque tous repartis, mais le bilan est lourd, plus de 70 morts selon Madrid. La ville, elle, a repris plus ou moins sa vie normale, même si la tension reste encore palpable. Ceuta, où 40% de la population est de confession musulmane, elle qui vit entre colère et tension, mais aussi sérénité pour affronter l'avenir. C'est le reportage sur place, il est signé de notre envoyé spécial Valérie Demont. Les derniers migrants sont repartis cette fin de semaine, presque d'eux-mêmes, sans toit ni nourriture. Leur présence à Ceuta n'avait plus trop de sens. Ahmed, 22 ans, de Tanger, a passé 2 jours dans cette enclave espagnole après avoir franchi la frontière en nageant. Il explique dans un anglais approximatif cette incursion dans un autre pays. Non, moi je suis juste là pour l'expérience. C'est une bonne expérience. C'est beau ici, j'aime bien. Je recherche de l'humanité et une vie tranquille. Les militaires espagnols sont sympas. Je suis étudiant, mais le Maroc, c'est si dur pour y vivre. Mais le rêve d'arriver en Europe aura été de courte durée. Les militaires, très présents dans les rues de la ville, ainsi que les forces de l'ordre, repèrent rapidement ceux qui tentent de rester à Ceuta. Ils les arrêtent pour les identifier et les expulser ensuite. Dans le centre-ville, la vie a repris plus ou moins son cours, les terrasses sont remplies et les commerces ont rouvert leurs portes après 2 jours de fermeture où tous les habitants étaient restés chez soi. Oulad, 28 ans, tient une boutique de vêtements de sport. Forcément, l'arrivée massive de plus de 50 000 personnes a surpris. Jamais cette enclave, habituée à l'immigration clandestine, n'avait connu une telle situation. Ça nous a impressionnés forcément. En 2021, on avait connu une situation semblable, mais avec beaucoup moins d'arrivées de personnes. Ces derniers jours, l'équivalent de 65% de la population de Ceuta a franchi la frontière d'un seul coup. Mais on sait... Donc oui, donc, après, tu vois, genre après, tu veux pas aussi, il faut comprendre aussi les gens. C'est un peu ce côté humaniste, mais de dire, en effet, genre, les gens un peu... de voir ça arriver, c'est normal que tu aies, entre guillemets, peur, mais bon... Genre, au bout d'un moment, on est aussi dans un monde où tu as accès au réseau, tu peux écouter les gens, et il y a ça, quoi. La situation se calme en moins d'une semaine. Entre les forces de l'ordre et la collaboration des habitants, on aide tous pour que la situation se stabilise. Tous ne sont pas aussi calmes que Oulad. Une Colette commerçante à quelques mètres est en colère. Comme on ne savait pas ce qui allait arriver, on a fermé les boutiques quand c'est arrivé. Cela a été un chaos. Personne ne savait ce qu'il fallait faire. Le gouvernement a mis beaucoup de temps à réagir, alors que cela faisait 1 semaine que les migrants arrivaient à la nage. Je le savais par un ami de la garde civile. Le drame des enfants arrivés aussi à la nage, souvent seuls, bouleverse les habitants de Ceuta. Dans ce bus, quelques habitants parlent en arabe à une enfant de 14 ans arrivée. Non mais en plus, après c'est ça, c'est aussi ce côté de... En fait, quand c'est des enfants, là, c'est aussi plus grave. Mais en fait, quand c'est aussi des adultes, c'est pas plus grave. C'est n'importe qui, c'est un drame. Elle s'est échappée de chez elle. Il lui indique le commissariat le plus proche pour qu'il l'amène dans un centre pour mineurs. Cette habitante raconte que de l'autre côté de la frontière, au Maroc, des parents en pleurs cherchent leurs enfants, ne sachant même pas s'ils sont vivants. Samedi, la politique et la polémique ont pris le pas sur ces drames humains. Des groupuscules et des influenceurs d'extrême droite ont fait le voyage de Madrid à Ceuta, provoquant des moments de tension dans le centre-ville où des habitants... Ah, ils en parlent. Comme Kauta Emribet, de père marocain et de mère espagnole. Ce qu'on vit ici, ce sont des nazis qui viennent, alors qu'ils ignorent la situation de cette ville. Ils ignorent aussi le nombre d'années où on a vécu tous ensemble. Ils ont le culot de venir nous dire que nous ne sommes pas espagnols parce que nous sommes musulmans, alors que nous avons vécu avec les chrétiens de cette ville sans problème depuis toujours. Je suis espagnole de la 3e génération, ma grand-mère est née ici, ma mère aussi, et je me considère plus espagnole que ces nazis. Le bras droit de Nigel Farage, président du parti populiste Reform UK, n'a pas non plus hésité à faire le voyage, tiré à... Mais non. Accompagné par 2 gardes du corps, il faisait ses interventions à la frontière pour la chaîne britannique ultra-conservatrice GB News, avertissant de l'invasion à venir si la Grande-Bretagne ne sécurise pas ses frontières. Face à l'extrême droite, les habitants de Ceuta défendent l'unité et non la division. Le reportage à Ceuta de notre envoyé. Ok, non alors je suis un peu contente sur ça, mais en fait ce qui m'énerve avec la RTS c'est que des fois ils ont des trucs un peu basés, mais c'est à la matinale, c'est dans le truc que personne n'écoute. C'est vraiment l'info où on est moins au fait.
Bon, ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et puis, on va donc regarder les dernières... On va regarder quelque chose de la RTBF et aussi des vidéos de sur place. Hop. Qui est sorti il y a 5 heures, justement, qui va résumer un peu les... Qu'est-ce qui s'est passé. On va voir si on a tout bien compris ou pas. Demain se tiendra une réunion sous tension, celle des ministres de l'Intérieur des pays de l'Union européenne. Sur la table des discussions, l'intrusion de dizaines de milliers de migrants venus du Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta, c'était fin de la semaine passée. Et tout cela a provoqué une crise entre l'Espagne et les partenaires européens. Alors, avant cette réunion, revenons sur les faits. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, a poussé ces dizaines de milliers de personnes, des hommes pour la plupart, à s'engouffrer dans un territoire... En plus, j'aime bien ce côté des hommes pour la plupart, alors qu'on a vu dans les vidéos, il y a aussi des femmes et tout ça, mais enfin, bon, patriarcat quoi. Qui est officiellement espagnol et donc européen. Explication signée Bertrand Menu et Alice Debatty. Des migrants se réveillent ce matin sur une plage de Ceuta. Que quelques centaines aujourd'hui, ils étaient plus de 60 000 à entrer sur ce territoire espagnol, enclavé sur la côte nord-ouest du Maroc. Un afflux soudain, inédit jeudi dernier. Mais que s'est-il passé ? Première piste, une rumeur a été lancée par des passeurs. Selon des témoignages recueillis par l'agence de presse française AFP, des messages propagés sur les réseaux sociaux affirment ce jour-là l'ouverture de la frontière entre le Maroc et Ceuta. Oui, c'est ça on dit beaucoup sur la vision raciste, qu'on a considéré les hommes migrants comme des dangers. Et en plus, je suis désolée, c'est des jeunes quoi aussi, c'est des... Ouais, peut-être. Non, mais oui, je t'en vous dis ça, mais oui. Puis surtout, on voit, c'est des jeunes, c'est des ados, quoi. Enfin, c'est... Très bien que la jeunesse marocaine veut très massivement immigrer. Et donc là, tout d'un coup, évidemment, ils ont cru leur heure arriver et ça a créé un rush, ça a créé un mouvement de masse, mais bien sûr qu'il a été provoqué. Des cartes Google Maps comme celle-ci circulent massivement. Leur objectif, montrer aux migrants quel chemin emprunter pour atteindre l'enclave en partant de plages moins surveillées. Selon une enquête menée par le journal espagnol El País, des comptes mentionnaient également des points de vente de combinaisons de plongée pour la traversée. Ils ont aujourd'hui disparu des réseaux sociaux. La presse espagnole s'interroge aussi sur le rôle des autorités marocaines dans cette crise. Le Maroc aurait-il laissé passer les migrants pour exercer une pression et obtenir des concessions de l'Espagne sur des dossiers diplomatiques ? Les services de renseignement espagnols publient aujourd'hui un rapport. Il affirme que les forces de l'ordre marocaines n'ont pas assez agi à la frontière. Un message a été envoyé, très probablement la chaîne de commandement a quelque part validé cette opération. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a organisée, mais en tout cas, elle l'a à minima laissé faire. En 2021, le Maroc avait été accusé d'avoir facilité l'entrée illégale à Ceuta de plus de 10 000 jeunes Marocains pour faire pression sur l'Espagne. Quelques mois plus tard, Madrid apportait son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Ok. Donc c'est un peu les deux... Après, le truc, c'est que justement, c'est que ça a plusieurs facteurs. Ici, on a cette vidéo avec... Est-ce que vous connaissez Daniel Lochac ? Parce que justement, elle parle justement de ce fait que il y a plusieurs responsabilités. C'est pas juste... Ok, bon, alors on va voir, on va espérer que ça parle pire. Attendez, oulala, on se calme, pas aussi vite. Le nord du Maroc a donc vécu la semaine dernière un moment inédit de son histoire. Près de 60 000 entrées de migrants en moins de 24 heures. Les images ont fait le tour. Voilà, Ceuta, crise migratoire ou récupération politique. Un coup de projecteur en accéléré sur la crise migratoire actuelle, suivi d'un emballement politique sans précédent. Et le dossier n'est sans doute pas refermé. Pour en parler avec nous, les invités de ce 64 débat ce soir. Bonsoir Daniel Lochac, vous êtes professeur de droit, ex-présidente du groupe d'information et de soutien des immigrés, dont vous faites toujours partie. Merci à vous d'être avec nous sur le plateau de 64 débats. Et en ligne avec nous également Patrick Weil. Bonsoir Patrick Weil, politologue. Et je donne le nom de votre dernier ouvrage qui est sorti chez Grasset, De l'immigration en France. Voilà pour votre dernier. Attends, Patrick Weil. Pourquoi ça me dit quelque chose ? Donc, elle, on la connaît pas, mais ok. Et donc, c'est intéressant de voir qu'ils ont mis en avant que...
Vous le connaissez, vous? Attendez, c'est bon. En fait, j'ai vu les premières vidéos. T'as pas parlé de Grasset. Comment ça? De l'immigration en France, c'est juste voir le résumé. Est aujourd'hui un des sujets les plus incandescents du débat public. Il divise profondément la société. Historien, politologue, auteur de La France et ses étrangers, du rapport du gouvernement pour une... Bah oui, après c'est chez Bolloré, mais... il élabore le droit au QTF, Schengen, regroupement familial, immigration légale comme illégale. Je me rends pas compte. Attendez, je trouve ça pas... Est-ce que faut aller... Moi j'aime bien des fois, c'est quand tu vas sur la page Wikipédia des gens, tu vas dans controverse. Attends, débat sur l'immigration et l'intégration. Sa volonté est de fonder une nouvelle politique fondée sur l'immigration choisie et non subie. Ok. Il a fait un débat avec Nicolas Sarkozy. Ah, pour lui, être français, donc il faut parler aussi la langue nationale. Mais bien sûr, ouais, ok. Oui, bah ça pue, oui. Il publie pour défendre le cumul des mandats. Attends, mais ça veut dire qu'il est pour? La conséquence de l'interdiction faite aux parlementaires de cumuler des mandats serait de renforcer encore les pouvoirs du président de la République. Oui, bien sûr. Oui, oh oui. Bon, ok. Attends, j'ai vu Pasqua. Il a parlé de Pasqua. Attends, qu'est-ce qu'il y a avec Pasqua? Il s'oppose à une proposition... Ah, il était contre la loi Guigou, là, qui fait que tu peux demander la nationalité si t'es né en Suisse, en France, pardon. À 18 ans, ok. D'accord, bon. Je sais pas, on va voir, on va le découvrir. Bonsoir Patrick Veil. Je commence avec vous, Daniel Lochac. Je le disais, ces images, elles ont en effet fait le tour du monde. Près de 60 000 migrants qui sont donc arrivés en quelques jours à Ceuta. Pour comprendre cette séquence, il est important de prendre en compte la situation géographique et géopolitique de cette enclave avant tout. Absolument. D'abord, c'est vrai que la Ceuta comme Melilla, ce sont un peu deux anomalies géopolitiques qui sont donc, comme on l'a dit, des espèces d'enclaves européennes sur le territoire africain, mais qui, en réalité, ne sont pas complètement reliées et loin de là à l'Europe, puisque pour cela, même quand on a réussi à arriver à Ceuta ou Melilla, il faut encore passer le détroit de Gibraltar, ce qui est extrêmement compliqué. Alors, cela étant, cette histoire, elle renvoie aussi, et peut-être qu'on en parlera, à la question du Maroc et de ses stratégies avec l'Europe, de la politique européenne, de l'extrême droite, et ça, bien sûr, quand vous parlez de récupération politique, je pense que c'est un peu de ça aussi que vous voulez parler. Donc, ça met en place énormément de choses, y compris la politique d'externalisation européenne. On reviendra effectivement sur ces sujets, mais il est important de remettre dans le contexte effectivement l'importance de cette enclave espagnole dans le nord du Maroc. Patrick Veil, je le disais, il faut prendre ça en compte pour un petit peu comprendre le contexte effectivement autour de ce qui s'est passé la semaine dernière. Oui, je suis d'accord avec Daniel Lochac, il y a une dimension structurelle liée à la présence de cette enclave européenne sur le territoire de l'Afrique. C'est la seule enclave européenne en Afrique, mais avec un événement qui intervient comme déclencheur, qui est une décision du tribunal constitutionnel espagnol, qui, au lieu d'étendre, je dirais, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait dit que les autorités espagnoles pouvaient rejeter globalement, ne pas traiter individuellement l'ensemble des demandes qui se présentaient à la frontière, le tribunal espagnol... Donc lui, il dit que c'est la faute de l'Espagne, de son conseil constitutionnel, en mode c'est de la faute de ce texte-là où ils ont parlé du fait que... elle étendait par rapport aux personnes qui ont été prises en mer, le fait de ne pas pouvoir les renvoyer. Quand il arrive par la mer, il faut faire un traitement individuel. Et ensuite, vous avez l'activisme de certains réseaux sociaux qui informent la population locale, très avide de pouvoir rentrer par Ceuta, de pouvoir avoir une porte d'entrée vers l'Europe, que ça y est, c'est ouvert, ils peuvent y aller. Et ça, j'ai recueilli pas mal de témoignages au Maroc là-dessus. Donc tout d'un coup, le jour de la fête du trône, vous avez eu ces arrivées massives, ces dizaines de milliers de personnes qui ont tenté et réussi d'ailleurs par la mer à entrer sur le territoire de Ceuta. Mais ils ont été ensuite
pour la plupart ramenés par l'accord qui a été passé entre le gouvernement marocain et espagnol, ramenés sur le territoire du Maroc. Patrick Weil, le décret du gouvernement Sanchez début 2026 qui prévoyait aussi une régularisation extraordinaire de quelques 500 000 étrangers en situation régulière, est-ce que ça a également eu un effet sur cet épisode de la semaine dernière selon vous? Ça crée un contexte, mais la décision qui crée de l'arrivée massive, c'est une décision du tribunal constitutionnel espagnol. C'est pas le résultat de la politique du gouvernement de M. Sanchez de régularisation. C'est pas un résultat direct en tout cas. Daniel Lechac, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, déjà, je trouve que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a quelque chose de très nouveau dans ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que ce sont des jeunes Marocains, pour l'essentiel, qui ont voulu... Qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude? Oui, parce qu'il y a eu d'habitude, hélas, il y a une habitude, mais surtout, il y a les événements de Melilla en 2022, où il y a également des dizaines de personnes qui ont trouvé la mort en voulant franchir les barrières qui séparent donc le Maroc de Melilla. Ah, Melilla, c'était plus des subsahariens. Et là, c'était des subsahariens. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est un petit peu spécial. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûre que la fameuse décision du tribunal espagnol soit la seule... soit l'élément déclencheur. Moi, je pense que c'est peut-être... Est-ce que c'est... Parce que je suis d'accord sur le côté de... Est-ce que c'est pas la décision... l'élément déclencheur, mais est-ce que c'est peut-être juste le côté de est-ce qu'on pourrait pas contourner ce texte pour faire une pub tu sais, les personnes qui ont lancé ces rumeurs en mode tiens, il y a eu ça, peut-être qu'on peut l'utiliser pour tel objectif. Et puis surtout, la présentation qu'en a fait Patrick Weil laisse entendre que c'est là qu'est la faute, alors que je pense que la faute, elle est... Putain, merci. Ouais. Bon, moi, je suis d'accord. On dirait que lui dit c'est la faute du Conseil de l'Espagne, alors que bon... La politique espagnole qui, en ce qui concerne les renvois à la frontière terrestre, ont été toujours très violents. Donc la politique espagnole elle-même, elle est ambivalente. D'un côté, ils disent on va régulariser 500 000 personnes pour les besoins de l'économie, mais d'un autre côté... Ils pratiquent des contrôles à la frontière qui sont extrêmement violents. Oui. Je voulais qu'on parle du Maroc, les autorités... Oui, parce que en fait, ça fait un truc, il y a le bon émigré et le mauvais émigré, quoi. Elles sont sorties du silence radio ce dimanche seulement, par le biais de leur ministre de l'Intérieur. Pourquoi le Maroc a-t-il tant tardé, selon vous, à réagir à ce qui s'est passé? Alors d'abord, je n'ai pas parlé de faute, je constate. Et j'ai des témoignages justement de collègues marocains avec qui j'ai pu parler depuis quelques jours. Je pense à un restaurateur par exemple qui a vu ses serveurs recevoir sur TikTok l'information que la frontière était ouverte. Ils ont quitté leur service immédiatement sur leur moto pour rejoindre. Donc, c'est pas un peu une source, t'inquiète frère. Voilà, donc l'impact de la décision du tribunal, plus l'information. Alors, pour avancer un petit peu justement sur le Maroc, qui a tardé à réagir justement. Le Maroc a tardé à réagir. Oui, après, je dirais que je pense que pour les Raslards, oui, ça c'est sûr. Mais c'est pour la gauche un peu, la gauche PS. Il y a le truc il y a le bon immigré, il y a le mauvais immigré. Et je pense que ça, eux, ils peuvent jouer là-dessus, quoi. C'est le jour d'une fête nationale fériée. Une partie des gens et la fête du trône est célébrée à quelques kilomètres de ce temps. C'est très rare. Même dans deux endroits, dont l'un qui est la ville qui côtoie ce temps. Donc, une partie d'abord des fonctionnaires sont en congé, et l'autre partie sont là pour protéger la fête royale. Et ils pensent d'ailleurs, une partie d'entre eux, que les gens qui arrivent, c'est pour célébrer la fête royale. Donc, si vous voulez, vous avez aussi une surprise pour les autorités marocaines qui tardent à réagir. Voilà. Et quand j'ai entendu dans certains commentaires que c'était organisé par le Maroc, je crois que ça, c'était menti par les faits, parce que les autorités marocaines ont été plutôt surprises et débordées. Oh là là. C'est Weil, comment ça dit? On a dit Patrick Weil. Mais il a l'air un peu trop de défendre. Moi, c'est pour ça. Moi, ma position, c'est on sait pas, mais justement le côté de. Et ensuite, quand ils ont. Peut-être qu'ils ont laissé faire, mais laisser faire, c'est quand même. C'est quand même ne pas intervenir. Et puis de toute façon, on voit les politiques qui sont menées aussi au Maroc, hein, quand il y avait eu les révoltes, de Gen Z aussi au Maroc il y a 1 an ou 2. Ils l'ont fait en coordination étroite avec les autorités espagnoles. Daniel Lechac, je vous vois réagir de votre côté. Enfin, c'est possible, mais l'hypothèse que le Maroc a laissé faire
peut-être pas encourager, mais à laisser faire, c'est une autre hypothèse crédible quand on connaît la stratégie marocaine qui, à de très nombreuses reprises, a laissé ouvertes les frontières lorsque il avait besoin de faire pression sur les Européens, que ce soit pour la politique extérieure, que ce soit pour avoir plus de subsides, etc. Donc il n'y a personne pour nous départager, mais l'hypothèse de l'instrumentalisation et de la stratégie marocaine, à mon avis, elle n'est pas à écarter aussi facilement. Comment interpréter également, Daniel Lochac, le fait qu'il y ait autant de disparités dans les bilans humains qui sont donnés? Je les rappelle, selon les autorités locales, au moins 72 migrants sont morts. L'association marocaine des droits humains évoque près de 130 victimes. Les autorités du Maroc dénombrent 11 morts. Comment est-ce qu'on peut avoir des chiffres aussi disparates? Ça, c'est toujours sur la comptabilité, parce que chacun, en vérité, voit ce qui peut l'avantager. Moi, je pense que sur tellement de personnes, dont beaucoup sont venues à la nage, ne sachant pas forcément bien nager, le chiffre maximum, ou en tout cas les chiffres élevés, sur 68 000 personnes, me paraissent tout à fait crédibles. Que le Maroc, ensuite, ait intérêt à minorer ce nombre, ça me paraît aussi assez logique. Mais c'est vrai que de toute façon, la comptabilisation, elle n'est pas évidente dans ces cas-là. Alors venons-en maintenant aux répercussions politiques, puisque c'est l'un des épisodes politiques de l'été, bien entendu, et on va encore en entendre parler, je pense, dans les prochaines semaines. Patrick Weil, ce qui s'est passé à Ceuta, ça a été récupéré par plusieurs partis de droite, d'extrême droite, qui essayent effectivement de récupérer un petit peu cet épisode à des fins, je le disais, politiques. Ça a été jusqu'aux États-Unis, avec les réactions même de Donald Trump et de son camp, pour montrer que finalement la politique, notamment espagnole. Mais de toute façon, Trump, ne pas tout récupérer challenge. On a vu donc Musk qui a fait son tweet avec la scène de World War Z. Oui, bon. Mais en fait, surtout, il y a ce côté, ce qui me saoule, c'est arrêter de lui donner de l'heure aussi à Trump. Enfin, on dirait que dès qu'il se passe un truc, il faut absolument. Enfin, après, je comprends parce que, États-Unis, mais au pire, ignorez-le aussi. L'immigration n'est pas la bonne. Donc, on le voit, ça a des répercussions sur l'ensemble de l'échiquier politique et jusqu'aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont engagés dans un conflit, je dirais, sur d'autres sujets que la migration avec l'Espagne sur la politique au Proche-Orient. J'ajoute que les États-Unis ont une politique de dénonciation de l'ouverture de l'Europe à la migration et à l'intégration de populations venues de tous les continents, et notamment d'Afrique. Donc là, le vice-président Vance a fait des déclarations quasiment racistes à plusieurs reprises sur ce sujet. Donc, quasiment raciste. S'il y a un doute, c'est que c'est raciste. C'est pas... Je dirais, il y a un conflit entre la direction actuelle des États-Unis et l'Europe sur l'immigration, mais il y a eu surtout, de mon point de vue, une réaction insensée de la part du gouvernement italien qui a mis en cause les accords de Schengen dont rien n'a démontré qu'ils étaient dysfonctionnels dans cette affaire, et surtout qui a bénéficié de la solidarité de l'ensemble des pays européens jusqu'à la conclusion du dernier pacte européen sur l'immigration, que l'on peut d'ailleurs critiquer, mais qui a été conçu en grande partie pour venir en solidarité avec l'Italie lorsqu'elle recevait des arrivées surprenantes ou massives de migrants. Donc là, vous avez une sorte de rupture de la solidarité européenne de la part d'un pays qui en bénéficie le plus. Mais Patrick Weil, pour aller plus loin, même la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a toujours eu des positions assez tranchées sur la question de l'immigration, a appelé aujourd'hui à trouver une réponse européenne pour consolider les frontières. Ça va jusqu'à la tête de la présidence de la Commission européenne. Oui, mais bon, Ursula, elle est de droite. Il y a un événement local à Ceuta qui a été pris en charge pour l'instant par les autorités des deux pays. Il y a peut-être des ajustements à faire par rapport au statut de Ceuta. Moi, je suis assez d'accord avec Daniel Lochac pour dire que c'est un statut qui, même l'enclave devrait un jour disparaître et devenir un territoire marocain. C'est assez logique d'un point de vue historique. Mais tant que c'est comme ça, il y a des aménagements possibles. Mais pour le reste, je ne vois pas en quoi cela met en cause la politique européenne, qui est d'ailleurs organisée autour de politique commune de visa, de contrôle et de coopération avec des pays qui aident. Quoi ? Oh là là, parce que j'étais en train d'attendre qu'est-ce qu'il allait dire sur la politique européenne. Il dit qu'il y a de la coopération avec la politique européenne. Oh oui. Empêcher des arrivées irrégulières sur le territoire européen et qui continue très bien de fonctionner plus ou moins. Oui, mais de la coopération dans la répression, quoi. Mais qui continue de fonctionner. Daniel Lochac, on le rappelle également, demain, réunion d'urgence sur le sujet entre les ministres de l'Intérieur des différents pays. À quoi ça va servir? Alors qu'on le rappelle, il y a un mois et demi, il y a le pacte sur l'immigration et l'asile qui a été adopté, et il était assez ferme déjà. Pourquoi cette réunion d'urgence? Pour vous, c'est une réaction un petit peu à volo? Alors, non, mais surtout, ça fait sourire quand on dit qu'il faut en faire plus pour contrôler les frontières, parce que vous venez de le dire, le pacte, c'est encore un pas de plus dans le contrôle absolu des frontières. Les images ont marqué l'opinion, donc il faut... Oui, mais les images ont marqué l'opinion. Alors là, pour le coup, il y en a 70 000 qui sont arrivés, il y en a 68 000 qui sont repartis. Et repartis des jeunes Marocains, encore une fois, dont on ne sait même pas d'ailleurs
Parce que là, Patrick Veil a raison. Je pense que les réseaux sociaux effectivement ont joué, que tout d'un coup, le bouche à oreille a joué. Donc, d'ailleurs, quand ils ont été interrogés, puisqu'il y a eu des reportages, ils ont dit, on voulait voir, voilà, on pensait que peut-être on pourrait passer en Espagne, mais et ensuite ils sont revenus quand ils ont vu, beaucoup ont accepté spontanément de revenir, pas tous, quand ils ont vu comment on les traitait à Ceuta et qu'il n'y avait rien pour eux. Mais encore une fois, cette histoire il s'est rien passé finalement. Sauf les morts qu'il y a eu. Mais finalement, il ne s'est rien passé. C'est un non-événement. C'est un événement effectivement médiatique. Dans l'opinion publique. En fait, c'est ça. En fait, c'est pas. Oui, je vois ce qu'elle veut dire. C'est pas qu'il s'est rien passé. C'est que donc il y a eu ça. Mais en fait, il n'y a pas eu de conséquences. Il n'y a pas eu. En fait, la situation est revenue après, comme avant. Il y a eu des personnes qui sont mortes. Alors là, ça, c'est bien une vraie conséquence. Mais ça n'a pas vraiment fait cette vague. Ces images vont marquer. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une réponse selon vous de l'Union européenne rapidement? Mais j'aime bien, ces images vont marquer, mais en fait, il y a tellement d'images. Bien sûr que non, elles ne vont pas marquer. Je veux dire, parce que vous pourrez dire ça de plein d'images, genre du génocide qui a là, oui, ça pouvait. Mais personne n'est en train de dire sur les images qu'on voit de Gaza, ces images vont marquer. On voit ce que ça fait de marquer. C'est juste que quand tu t'attaques justement au confort européen, alors là, oui, ça va marquer, mais pas. Oui, enfin c'est aussi parce qu'on veut donner des gages à tous les gouvernements qui sont maintenant de plus en plus radicalisés. Mais je ne vois pas comment on peut aller plus loin qu'on a déjà été avec des normes qui ne seront même sans doute pas vraiment applicables et en tout cas pas efficaces. Et Patrick Veil, vous pensez qu'il y a certains partis politiques qui vont continuer à alimenter ce qui s'est passé à Ceuta ces derniers jours Non, genre l'extrême droite alimenter ça, non, ils s'en foutent. Pour les prochains scrutins électoraux notamment, et certains vont surfer dessus. C'est vous le journaliste, c'est vous qui savez comment les partis politiques jouent. Non, justement non. Mais quand il est présenté comme politologue. Attends, je veux juste revoir sa présentation. Il est où? Historien et politologue français. Donc c'est lui qui... Non, c'est vous le journaliste, vous devriez savoir. Électoraux notamment, et certains vont surfer dessus. C'est vous le journaliste, c'est vous qui... Non, lui, le journaliste, il est censé être là pour fact-checker, pas pour faire ça. Sur l'immigration, je pense que c'est un débat sur un sujet qui est dans l'actualité, que cette affaire contribue à apporter encore de nouveau dans l'actualité, et pour lequel les différentes forces politiques doivent avoir des propositions d'opposition. C'est pas les mêmes. Il y a d'autres approches de la politique d'immigration, et c'est ce que j'ai essayé de développer dans mon livre, que celles qui visent à expulser, refuser l'entrée systématiquement, refuser l'entrée dans la nationalité aussi, puisque c'est le programme du Rassemblement national que de supprimer le droit du sol en France, par exemple. Donc vous avez, par rapport à cette marche qui est confortée d'exclusion qui est en cours dans les programmes, il s'agit de voir s'il va y avoir d'autres approches de la politique d'immigration qui peuvent rassembler, moi je le crois, une majorité de Français contre une approche extrémiste. Daniel Lechac, un dernier mot pour conclure. L'Association marocaine des droits humains réclame de son côté une enquête indépendante. Elle s'interroge sur la manière dont un tel afflux a pu se produire sans que les autorités marocaines en aient eu connaissance. Une réflexion sur cette demande? Alors là, je ne sais pas pourquoi l'Association des droits humains, marocaine des droits humains veut savoir finalement comment ça s'est passé, ou peut-être si, c'est-à-dire savoir en quelque sorte si c'est Patrick Veil ou moi, je dis ça ironiquement, qui a raison, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment quelque chose de complètement inattendu, ou est-ce que finalement le Maroc y trouvait son compte parce que de nouveau il veut faire des petits pas, et tout ça, ça met en cause quand même la fameuse politique d'externalisation de l'Europe, c'est-à-dire faire porter le fardeau de la politique migratoire à d'autres États, et quand ces États ont quelques atouts en main, comme c'est le cas du Maroc, eh bien il peut avancer ses billes de cette façon-là. Voilà. C'est pour ça que... donc, super conclusion. C'est... Merde. Hop, attendez. Je suis d'accord justement avec elle sur le fait de dire, en fait, comment ça en est arrivé, les moyens mis pour faire ça, est-ce que c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus? Est-ce qu'on n'est pas plus intéressé sur le fait d'empêcher ça, de permettre aux gens d'avoir une vie convenable dans leur pays, et puis donc Frontex et tout ça. Donc, oui, sur Ceuta, pour moi, ok, ça a eu lieu, mais est-ce qu'on peut aussi penser aux vies humaines qui sont derrière et aux personnes qui, justement, se risquent tout pour essayer de venir en Europe? Ce serait bien plus humain, je pense.